installés en libéral et que nous avons le plaisir de co-animer avec notre partenaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Laurence Ballot et je suis coordinatrice de projet à l'URSSAF Alsace. Je suis accompagnée de ma collègue Pascal ainsi qu'Océane Herman de la CEPAM du Bas-Rhin. Ensemble, nous allons vous guider à travers les principales démarches et obligations pour bien démarrer votre activité en libéral. Donc, je vous invite donc à vous installer confortablement puisque nous allons passer à peu près 1 heure de présentation ensemble. Mais tout d'abord, je vais laisser le soin à Pascal et à Océane de se présenter. Bonjour à tous, je suis Pascal Amoroso, je suis responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Bonjour à tous, je suis donc Océane Herman, je travaille donc pour l'assurance maladie à la CPM du Bas-Rhin dans le service des installations des professionnels de santé. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aurai quelques éléments pratiques à partager avec vous. Donc, nous enregistrons cette session et le replay sera disponible dans quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Et le lien vers le support vous sera transmis par mail à l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire à cette présentation. Autre précision, vous pouvez utiliser l'onglet « Conversation » sur le haut de votre écran. Donc, n'hésitez pas à y poser vos questions en évitant bien évidemment de partager des informations trop personnelles et à consulter les réponses apportées au fur et à mesure par nos chatteurs experts métiers, donc dans le fil de discussion. Quoi qu'il en soit, nous consacrerons une vingtaine de minutes à la fin de la présentation pour répondre oralement à quelques questions. Pour le confort de tous, donc je vous remercie de couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Et puis, je vous le rappelle, le webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay, veillez également à fermer vos caméras. Alors, nous allons aujourd'hui balayer plusieurs sujets importants. Donc, vos interlocuteurs en matière de protection sociale, le choix entre secteur 1 et secteur 2, ainsi que les différents régimes fiscaux applicables et l'assiette de vos cotisations sociales. Nous aborderons ensuite l'offre simplifiée pour les médecins remplaçants, les modalités de calcul et de recouvrement de vos cotisations sociales, ainsi que la protection sociale qui découle de vos cotisations. Nous évoquerons pour finir les aides à la création d'entreprise et les formalités pour devenir employeur. Donc, c'est un programme assez dense, mais avant de débuter, j'aimerais vous soumettre un petit sondage concernant le RSPM, donc l'offre simplifiée pour les médecins remplaçants, afin de déterminer quelle proportion d'entre vous est concernée ou intéressée par ce dispositif. Je vais le lancer, donc ça va simplement apparaître sur votre écran. Il suffira juste de cliquer sur oui ou sur non. Voilà, c'est que 2 réponses, mais c'est plutôt négatif. Bon. Un petit peu, mais je pense que du coup, Pascal ne sera pas forcément utile de s'appesantir sur cette notion. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à voter, il y a quand même un petit peu de oui maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous faire part de vos remarques dans le fil de discussion. Alors, merci pour vos retours en tous les cas et on va pouvoir commencer. Donc, on va commencer par identifier donc, vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Vous verrez que la sécurité sociale ne se limite pas à l'assurance maladie, mais couvre aussi la famille, la retraite ou encore la prévoyance. Donc, tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que si l'URSSAF vous réclame des cotisations sociales dans le cadre de votre activité libérale, c'est bien pour vous ouvrir le droit à des prestations sociales qui vous seront reversées selon votre situation par les différents organismes qui composent la sécurité sociale dans sa globalité. En effet, comme je vous l'annonçais à l'instant, la sécurité sociale, ce n'est pas uniquement l'assurance maladie. Vous voyez bien qu'elle couvre l'ensemble de ce qu'on appelle les risques sociaux, la santé, la famille, la retraite et la prévoyance.
L'URSSAF va jouer un rôle crucial dans le financement de votre protection sociale, puisque nous collectons vos cotisations sociales et les redistribuons rapidement, en moins de 5 heures, aux différents organismes prestataires qui vous reverseront des prestations sociales. Et il y en a plus de 930 au total. En effet, si l'URSSAF est un petit peu souvent perçue par les chefs d'entreprise comme l'empêcheur d'exercer un rond, il ne faut pas oublier que sans les cotisations sociales récoltées par l'URSSAF, il n'y aurait pas de prise en charge des consultations médicales, pas d'allocation familiale, de retraite ou encore de congé maternité, par exemple. En gros, l'URSSAF, c'est un petit peu le porte-monnaie de la sécurité sociale. Et pour la petite anecdote, pour 100 € de cotisation encaissée, l'URSSAF va coûter à peine 32 centimes en frais de gestion. Identifions maintenant plus précisément vos différents interlocuteurs. Donc, concernant le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, il faudra bien évidemment vous adresser à l'URSSAF et le site de référence sera ursaf.fr. Pour tout ce qui a trait à votre santé, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, qui assure pour vous et vos ayants droit votre couverture maladie. Vous pouvez retrouver votre compte personnel et une information très riche, beaucoup de formulaires à télécharger, sur le site amélie.fr. À noter que depuis le 1er juillet 2021, donc ça fait certes 3 ans maintenant, mais ça reste quand même assez méconnu, donc je préfère appuyer encore là-dessus. Donc depuis juillet 2021, vos arrêts maladie sont bien indemnisés pendant les 90 premiers jours de l'arrêt, avec un délai de carence de 3 jours, donc 87 jours indemnisés, par la CPAM. Pour autant, si votre arrêt de travail devait être supérieur à 90 jours, vous devrez l'adresser à la CAMF pour une prise en charge par le régime invalidité. En effet, vos cotisations et droits retraite et invalidité sont donc gérés par la CAMF que vous pouvez retrouver sur camf.fr. Pascal, je vais donc te laisser maintenant nous présenter les différences entre exercer en secteur 1 ou en secteur 2. Oui, Laurence. Alors, il faut savoir que des conventions sont signées entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des médecins, permettant notamment de régir les rapports entre les médecins et la caisse primaire. Le respect ou non des tarifs fixés par ces conventions détermineront votre secteur. La caisse primaire a la compétence exclusive et déterminera votre secteur lors de la première installation. En qualité de médecin de secteur 1, vous devrez respecter les tarifs conventionnels et vous bénéficierez en contrepartie d'une prise en charge d'une partie de vos cotisations maladie et allocations familiales. Vous pouvez prétendre à des avantages fiscaux si vous exercez au sein de certaines structures de soins comme des EHPAD, des HAD, des CMPP. Dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge de vos cotisations par la caisse primaire à condition de réaliser au moins 15% de l'activité libérale hors structure de soins. En qualité de médecin de secteur 2, vous pouvez appliquer des tarifs différents de ceux fixés par la convention. Vous verserez à l'URSSAF la totalité des cotisations maladie et allocations familiales dans ce cadre-là. Et si vous avez souscrit à l'option de coordination de soins, la caisse primaire vous remboursera une partie des cotisations et vous êtes soumis au dispositif fiscal de droit commun. Voyons maintenant, toujours avec toi, Pascal, les différents régimes fiscaux et sur quelle base sont calculées les cotisations sociales. Si vous exercez à titre individuel, vous avez la possibilité, lorsque votre chiffre d'affaires n'excède pas 77 700, d'être dans le régime du micro-BNC. Cela vous permettra d'éviter de déclarer vos charges, puisqu'un abattement forfaitaire de 34% sera appliqué sur votre chiffre d'affaires. Attention, pour la première année, le seuil à ne pas dépasser sera proratisé en fonction du nombre de jours d'activité. Vous avez un exemple sous les yeux du 1er janvier, avec un début d'activité au 1er mars. Du 1er mars au 31 décembre, il y a 306 jours. On est sur une année bissextile, donc avec 366 jours. Donc, nous allons prendre cette limite de 77 700
que nous allons multiplier par 306 et diviser par 366. Et donc, vous aurez une limite de 64 000 et quelques euros pour un début d'activité au 1er mars. Le calcul se fait de la même manière en comptant le nombre de jours qui sépare la date de début d'activité au 31 décembre. Pour quelqu'un qui a démarré au 1er juillet, ça fait à peu près la moitié. Selon le statut choisi, votre entreprise relève soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. Le revenu issu de votre activité professionnelle seront toujours pris en compte sur votre compte cotisant de professionnel de santé. Par contre, vos rémunérations de mandataire social en tant que président de CELASU ou de CELAS ou autre sera assimilée salarié. A contrario du régime simplifié dont on vient de parler, vous pouvez opter pour un régime réel d'imposition. Surtout si vous dépassez les 77 700, cela devient obligatoire. Si c'est votre cas, vous êtes alors soumis à l'impôt sur le revenu. Vos cotisations seront calculées sur votre bénéfice. Vous obtiendrez votre bénéfice en déduisant de votre chiffre d'affaires les frais, les charges et les cotisations sociales. Généralement, c'est un bilan qui est fait par votre comptable. Si vous optez pour le régime réel et que vous avez opté pour l'impôt sur les sociétés, ce qui est beaucoup plus rare pour un régime URL ou SARL, ce n'est pas sur le bénéfice, mais sur la rémunération du gérant que seront calculées les cotisations sociales que vous réclame l'URSSAF. Si l'entreprise prend en charge le paiement des cotisations du gérant, les cotisations sont déductibles du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais elles sont ajoutées à la base d'imposition du gérant. Si vous versez également des dividendes, si celles-ci excèdent les 10% du capital de la société, elles seront également à réintégrer dans le revenu et ajoutées à l'ensemble des revenus qui sont les vôtres. Ainsi, les cotisations sociales vous seront réclamées sur les dividendes également. Donc, lors du petit sondage introductif, certains d'entre vous nous ont quand même fait part de votre intérêt pour le RSPM. Donc, en voici la présentation, ainsi que du CESP, donc le contrat d'engagement au service public, et du contrat de début d'exercice. Le contrat d'engagement du service public s'adresse aux étudiants en médecine de second ou troisième cycle. En contrepartie du versement d'une allocation mensuelle de 1 200 € par mois pendant ses études, le signataire s'engage à exercer son activité de soins dans un ou plusieurs secteurs d'exercice situés dans des zones caractérisées par une offre médicale insuffisante et par des difficultés à l'accès aux soins. Ainsi, à l'issue de ses études et pour une durée égale à celle pendant laquelle il aura perçu l'allocation, et cette durée ne peut pas être inférieure à 2 ans, il aura ses 1 200 € bruts par mois. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez contacter l'UFR pour connaître les modalités. Si vous êtes médecin installé depuis moins d'1 an, remplaçant thésé depuis 1 an maximum, vous pouvez adhérer au contrat de début d'exercice avec l'ARS et vous exercer dans une zone où l'offre de soins est insuffisante ou dans la limite de 10 km au-delà de cette zone sous-dotée. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans non renouvelable. Les conditions il faut au moins exercer 2 jours et demi par semaine au sein d'une méthode de santé pluridisciplinaire dans une communauté professionnelle territoriale de santé et ou une équipe de soins primaires ou une équipe de soins spécialisés. Et là, l'aide financière complémentaire peut aller jusqu'à 4 250 € par mois pour la première année. En ce qui concerne l'offre simplifiée dédiée aux médecins remplaçants et uniquement aux médecins remplaçants,
Il faut avoir soit un profil d'étudiant en médecine, soit être médecin conventionné exerçant uniquement en tant que remplaçant, être médecin salarié ou médecin retraité ou médecin régulateur. L'offre est simplifiée parce que vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui est l'URSSAF. Les cotisations versées sont reversées directement à la CARMF. Vous n'avez pas à cotiser à la CARMF et à l'URSSAF. Vous déclarez la rétrocession des honoraires perçus uniquement et vous payez des cotisations au fur et à mesure que vous avez perçu et déclaré ces honoraires. Aucune régularisation n'est effectuée par la suite puisque vous payez sur ce qui a déjà été encaissé. La seule option possible pour le médecin remplaçant est de cotiser pour le risque invalidité d'une manière différente. Il a deux options, soit la première option qui est un forfait de 158 € ou la seconde qui est un forfait de 631 € qui permet de bénéficier de garanties plus importantes au niveau du risque invalidité-décès. Le régime invalidité-décès couvre trois risques, la capacité temporaire, l'invalidité et le décès. La cotisation comporte trois classes forfaitaires dont le montant est déterminé en fonction des revenus nets d'activité du médecin indépendant de l'avant-dernière année. Concernant le RSPM, seule la première et la dernière possibilité existent. Donc, si vous payez 25%, donc la classe A, vous aurez des droits qui correspondent à 25% des prestations si c'est le taux plein. Si vous êtes médecin retraité, cette cotisation n'est pas due. Si vous avez bien caché, il faudra bien cocher la case médecin retraité dans votre statut pour que cette cotisation ne vous soit pas réclamée. Et deuxième condition, il y a deux taux de cotisation selon qu'on va dépasser le seuil de 19 000 € ou pas. Et à partir de 38 000 € 2 années consécutives, vous sortirez automatiquement du dispositif du RSPM. Pascal, peux-tu aussi nous éclairer sur le calcul des cotisations en début d'activité, donc hors RSPM, Est-ce qu'il y a des possibilités d'exonération? Oui, Laurence, pour la première année d'activité, il y a une exonération qui s'appelle une exonération ACRE, aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Elle court sur un an de date à date. Le montant de l'exonération va dépendre du revenu déclaré l'année suivante pour l'année en cours. Donc, initialement, on accorde cette exonération à tous les créateurs, hormis ceux qui en ont déjà bénéficié dans les 3 dernières années ou qui ont cessé cette activité et qui reprennent dans l'année qui suit exactement la même activité. On voit dans le petit tableau que vous avez sous les yeux qu'il y a une exonération totale et que cette exonération est maintenue dès lors que votre revenu de l'année en cours est inférieur à 34 776 €. Elle est progressive et partielle entre 34 776 et 46 368. Par contre, dès que votre revenu dépassera le plafond de sécurité sociale, donc 46 368, l'exonération tombera lorsque vous aurez déclaré votre revenu. Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire la première et la deuxième année. La seconde année uniquement jusqu'au moment où vous aurez fait la déclaration de revenus de cette première année. Jusqu'à présent, cette déclaration se faisait à partir d'avril directement auprès de l'URSSAF. Mais là, depuis 2 ans, il faut faire cette déclaration au niveau de la DGFiP et c'est la DGFiP qui fournit les montants des revenus directement à l'URSSAF ainsi qu'à la CARMF et tous les organismes qui auraient besoin de cette déclaration de revenus pour vous réclamer les cotisations. Il faut savoir également qu'en régime de croisière, c'est à partir de du moment où vous avez déclaré votre premier revenu qu'on va vous réclamer les cotisations sur le revenu de l'année N-2 quand on se situe de janvier à avril. Et du moment qu'on a le revenu de l'année précédente, on
calcul sur les revenus de l'année précédente. Donc, la première année, c'est sur une base forfaitaire de 8 810 €, tant qu'on n'a pas de revenus déclarés ou d'estimation de votre part. Et une fois qu'on a le premier revenu, c'est sur ce premier revenu que les cotisations sont réclamées. Voyons maintenant des chiffres un peu plus concrets. Dans le tableau qui est sous vos yeux, vous voyez que si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, vous allez être exonéré des cotisations maladie, indemnité journalière, allocation familiale et retraite de base. Sachez que, effectivement, les premières cotisations du haut du tableau sont réclamées par l'URSSAF et celles qui se situent en bas vous sont réclamées par la CARMF. Donc, si vous voyez du côté URSSAF, seules 2 cotisations persistent, c'est-à-dire la contribution à la formation professionnelle et qui est une cotisation forfaitaire, peu importe votre revenu, elle sera de 110 €, et la cotisation CSG-CRDS qui, quant à elle, est calculée sur la base forfaitaire de 8 810 €. Elle sera calculée l'année suivante en fonction du revenu définitif que vous allez déclarer. Et sur 8 810 €, vous voyez qu'elle représente 855 € de cotisation. Et en ce qui concerne les cotisations de la CARMF, je vous invite à vous rapprocher d'eux ou à consulter leur site. Nous allons maintenant, Laurence, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir les cotisations les unes après les autres. Commençons par la cotisation maladie-maternité. Le taux de cotisation est progressif. Il va de 1,5% à 6,5% dès lors que votre revenu est inférieur à 51 005 €. À partir de ce montant-là, le taux est fixe et il est de 6,5%. Pour la partie conventionnée de votre revenu, il y aura une participation de la caisse primaire à hauteur de 6,4%. Par contre, pour tous les revenus qui ne sont pas conventionnés, il y aura ce taux de 6,5% et une cotisation additionnelle de 3,25% sur tous ces revenus non conventionnés. Donc, par exemple, sur vos dépassements d'honoraires. Prenons l'exemple d'un revenu de 60 000 € à l'année. Dans ces 60 000 €, vous avez fait un revenu de 50 000 € qui est un revenu conventionné, net de dépassement d'honoraires, et un revenu de 10 000 €, cette fois-ci non conventionné, et donc de dépassement d'honoraires. Le calcul se fait de façon distincte. On va prendre les 50 000 € fois 6,5%, ce qui représente une cotisation de 3 250 €. On va calculer la participation de la caisse primaire pour cette cotisation-là, et on va faire toujours ces 50 000 € fois cette fois-ci 6,4%. On arrive sur 3 200 €. Donc, la cotisation due, ça sera ces 3 250 moins les 3 200. Donc, la cotisation pour ces 50 000 € sera de 50 €. Par contre, pour la cotisation sur le revenu non conventionné de 10 000 €, on aura toujours la cotisation de 6,5% de cotisation maladie, qui représente pour 10 000 € 650 €. On ajoute à ça la cotisation additionnelle de 3,25%, qui représente 325 €. Donc, au total, et pas de prise en charge de la caisse primaire, donc pour ces 10 000 €, on aura 650 plus 325, 975 € de cotisation à payer en cotisation maladie. Donc, pour ces 50 000, ce médecin qui aura fait 60 000 € de revenus avec 50 000 de revenus conventionnés et 10 000 de non conventionnés aura une cotisation maladie totale pour l'année de 1 025 €. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas si ça n'est pas clair, si les explications ne le sont pas, à poser vos questions dans le fil de discussion ou à lever la main et poser vos questions au moment où elles vous viennent. Hein.
Le taux et la modalité de calcul de l'assiette de participation de la caisse primaire correspond aux exemples. Pour trouver si le taux est de 6,4, vous pourrez retrouver le mode de calcul pour déterminer ce montant-là. On va parler maintenant des cotisations allocations familiales pour les médecins de secteur 1. Vous avez un... Pardon. Je cherche mes mots, j'en suis désolée. Si vous avez un revenu toujours inférieur à 51 000 €, il n'y a pas de cotisation, hein, le pourcentage est de 0. Dès lors que ce montant de revenu excède 51 000 € et jusqu'à hauteur de 64 915 €, le taux est progressif et il est entre 0 et 3,10 %. Dès lors que ce revenu dépasse 64 915 €, le taux est fixe et il est de 3,10 %. La prise en charge de l'assurance maladie est exclusivement sur le revenu conventionné. Et à nouveau, vous avez un petit exemple entre le revenu conventionné et le revenu non conventionné sous les yeux. Je ne vais pas vous redétailler le calcul plus en détail. Pour les médecins de secteur 2, nous avons toujours un taux de 0 pour les activités, les revenus inférieurs à 51 005 € et toujours un taux progressif pour les revenus entre 51 005 € et 64 915 et donc progressif de 0 à 3,10 % et un taux fixe à partir de 64 915 qui est à 3,10 %. Et pas de prise en charge de la caisse primaire dans le cas du secteur 2. En ce qui concerne la cotisation CSG-CRDS, qu'on soit médecin de secteur 1 ou de secteur 2, le calcul se fait de la même manière. Et là, peu importe, dès le premier euro, le taux de cotisation est de 9,70 %. Si vous aviez des revenus de remplacement comme des allocations forfaitaires de repos maternel, des indemnités journalières suite à un arrêt de travail, la CSG et CRDS sera calculée directement sur le montant perçu et vous n'aurez pas de CSG et CRDS à payer dans ce cadre-là à votre URSSAF. L'une des autres cotisations aussi qui vous sont réclamées par l'URSSAF est la CURPS. La CURPS, c'est la contribution aux unions régionales des professionnels de santé. Le taux de cotisation est de 0,50 % sur le revenu d'activité non salarié dans la limite de 232 € par an. Donc, à un moment donné, si votre revenu est très conséquent, on limitera ce montant à 232 € pour l'année 2024. Alors, on a juste une question de Paul. Donc, il est en entreprise individuelle, médecin conventionné en secteur 1 et il veut envoyer sur le site, faire une estimation de revenus. Hein. Oui. Est-ce qu'il est important d'écrire le montant de revenus estimé de l'année 2024 ou alors quels revenus sont corrects d'écrire? Est-ce qu'il faut mentionner le chiffre d'affaires, la rémunération nette ou le revenu après impôt? Non, c'est le montant du… Donc, effectivement, si nous partons effectivement, et je vais y venir hein, sur un revenu de 8 000 et quelques €, et si vous pensez effectivement gagner beaucoup plus que ça, il est important d'estimer son revenu, et c'est bien le revenu, l'intégralité du revenu et pas le chiffre d'affaires en abattement. Donc, c'est ce que vous pensez faire et il n'est pas nécessaire de joindre au justificatif du tout. J'y reviendrai dans quelques slides. Nous avons la cotisation, l'une des autres cotisations qui vous sont réclamées par l'URSSAF, c'est la cotisation formation professionnelle.
la CFP, hein, qui vous ouvre des droits à formation par la suite. Là aussi, c'est quelque chose de fixe. C'est 0,25% du plafond de sécurité sociale. Et donc, le montant de cette CFP pour 2024 est de 116 € et sera à payer sur l'échéance du mois de novembre. À savoir que si pour une année, vous ne faites aucun bénéfice parce que vous avez un gros investissement ou pour quelque raison que ce soit, c'est un arrêt de travail, voilà, il y a quand même des cotisations minimales. Ces cotisations minimales vous donnent droit à 3 trimestres en retraite, vous donnent droit à une vingtaine d'euros en indemnité journalière, et il y a également cette cotisation formation. Donc, vous voyez qu'elles sont réclamées, par exemple, pour la retraite sur 5 243, donc ça fait une cotisation de 529 €. Les indemnités journalières, la cotisation minimale est de 56 € et la formation 116. Donc, en gros, vous avez un peu plus de 700 € à payer à l'année si vous n'avez aucun bénéfice sur une année. Et sachez qu'en cas d'incapacité d'exercer votre activité de plus de 6 mois, vous pouvez demander une exonération des cotisations retraite auprès de la CAMF. On en arrive effectivement à la déclaration de revenus, hein. Donc, cette déclaration de revenus est à faire l'année suivante, hein, puisqu'il faut d'abord que le bilan soit fait. Généralement, la campagne est ouverte entre les mois d'avril et de juin. Vous déclarez votre revenu professionnel sur le site impôts.gouv.fr. Après prise en compte des éléments par le centre des impôts, il y aura une transmission de ces informations vers l'URSSAF et vers la CAMF. Et auprès des deux organismes, cela aura 3 impacts au niveau de l'URSSAF et de la CAMF, c'est-à-dire de calculer définitivement la cotisation, par exemple, de l'année 2024, si on parle de cette année. Ça va ajuster vos cotisations 2025 sur ce revenu et ça va vous indiquer à titre informatif les cotisations 2026 à titre provisionnel jusqu'à ce que vous ayez fait la déclaration de revenus de 2025. Pour 2024, on va donc vous demander un acompte tout au long de l'année et quand cette cotisation définitive sera réclamée, donc ceci sera réclamé si vous ne faites pas d'estimatif comme Paul souhaite le faire, et si vous faites un revenu supérieur, on vous demandera le complément. Si vous deviez gagner moins que cette somme, bien entendu, on vous remboursera. Simplement, j'aimerais vous rappeler qu'entre les mois de janvier et les mois d'octobre de chaque année, vous avez la possibilité effectivement d'estimer ce revenu pour l'année en cours. Et si vous avez d'ores et déjà connaissance du revenu ou que vous l'imaginez, de faire cette estimation vous permettra d'éviter la régularisation trop importante l'année suivante. Et nous allons voir à l'instant comment réaliser cette demande. Il vous suffira d'aller sur le site dans l'onglet « Nous contacter » et d'estimer ce revenu et vraiment estimer le bénéfice. Et si vous êtes en micro, social, donc inférieur à 77 000 de chiffre d'affaires, vous faites un abattement sur le chiffre d'affaires de 34% et vous nous indiquez les 66% restants. Par contre, si vous êtes au réel, le comptable a peut-être fait un bilan intermédiaire et vous avez la possibilité de proratiser, ou plutôt d'annualiser cette estimation et de nous transmettre un revenu estimé sur l'année complète. Revenons à présent sur la déclaration de revenus afin de vous apporter quelques petites précisions.
cases liées aux revenus de remplacement dans la déclaration correspondent aux indemnités journalières versées par la caisse primaire et non à votre revenu perçu en qualité de remplaçant. Le remplissage de vos recettes honoraires, dépassements d'honoraires est obligatoire car elles nous permettent à nous de déterminer l'intégralité de vos revenus qui correspond à votre activité de médecin. Par ailleurs, ces données déterminent la prise en charge de la caisse primaire et la prise en charge donc des cotisations d'allocation familiale et la prise en charge des cotisations maladie. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre comptable ou bien à nous envoyer un message via la messagerie sécurisée. Enfin, n'oubliez pas de vérifier votre notification de 3 en 1 une fois qu'on a réceptionné ce revenu, que les informations qu'on a réceptionnées correspondent bien à ce que vous avez saisi sur le site des impôts. Certains éléments dans votre déclaration seront pré-remplis en fonction des éléments communiqués par votre caisse primaire. Ils peuvent être modifiés car parfois la caisse primaire prend en compte vos honoraires de décembre si vous avez perçu qu'en janvier, par exemple. Il en va de même si vous avez rétrocédé des honoraires. Là, la caisse primaire ou nous ne pouvons pas savoir quelle est la partie rétrocédée de ce chiffre d'affaires. Et sachez que cette déclaration est faite même si le revenu est déficitaire ou s'il est nul. En l'absence de déclaration, l'URSSAF et votre organisme de retraite effectueront un calcul de cotisation sur une base forfaitaire fixée et qui est toujours plus élevé que votre revenu de l'année précédente. On appelle ça faire une taxation d'office et on va vous réclamer des cotisations sur cette base-là. Sachez également qu'en plus de très nombreuses informations, vous trouverez sur le site de l'URSSAF un simulateur de cotisation. Ceci peut vous être utile en cas de baisse ou de hausse de revenus. Vous pouvez estimer le montant des cotisations qui seront réellement dues, comme je vous le précisais précédemment. Voyez un exemple très simple, il suffit d'indiquer le chiffre d'affaires, le montant des charges et des cotisations sociales en découle et le revenu net, et le simulateur vous calculera vos cotisations. Comme indiqué précédemment, vos cotisations sont calculées sur la base du revenu de l'année N-1 en attendant votre déclaration de revenus. Néanmoins, un aléa peut intervenir et faire que vous percevrez plus ou moins en 2025, je vous disais, un de santé ou un congé de maternité fait que vous pourriez très bien d'une année à l'autre avoir un revenu qui chute ou qui est en hausse. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait estimer votre revenu et nous allons recalculer sur cet estimatif vos cotisations. Enfin, je précise que l'estimation de vos revenus ne permet pas de différencier la partie conventionnée et non conventionnée de vos revenus. Donc, on estimera que tous les revenus qui sont dans cet estimatif sont des revenus conventionnés. Les calculs se feront, les cotisations se feront sur cette base-là. S'agissant à présent du paiement de vos cotisations, nous vous laissons obligatoirement 90 jours à tous les nouveaux inscrits, que ce soit des médecins ou un artisan commerçant. Donc, pour vous, médecins, vous n'aurez pas de cotisation à régler avant les 90 jours qui ont suivi votre affiliation. Si vous ne faites rien, on vous réclamera les cotisations de façon trimestrielle. Donc, il y aura un prélèvement le 5 février, le 5 mai, le 5 août, le 5 novembre. Vous pourrez payer ces cotisations par carte bancaire, par télépaiement, par prélèvement automatique. La deuxième possibilité que je vous conseille vivement, c'est d'opter pour le prélèvement automatique de vos cotisations et le prélèvement mensuel de ces cotisations. À la place d'avoir 4 échéances, vous aurez bien 12 échéances sur l'année. Vous pourrez choisir entre le 5 ou le 20 de chaque mois pour ce prélèvement. Et il est toujours plus facile d'étaler sur 12 échéances les cotisations que de se retrouver avec 4 échéances par an. Par ailleurs, n'oubliez pas de créer sur votre compte en ligne sur le site URSSAF
www.ursaf.fr. Cela vous permettra de payer vos cotisations, de consulter votre compte et de réaliser différentes demandes, d'obtenir des attestations et également de pouvoir avoir des échanges avec votre conseiller URSSAF. Si vous êtes marié ou pacsé et que ce conjoint intervient de façon régulière, que ce soit pour faire le ménage du cabinet ou la comptabilité du cabinet, il faut savoir qu'il a obligation d'avoir un statut. Il y a 3 statuts qui sont possibles pour vos conjoints, c'est d'être un conjoint associé, être un conjoint collaborateur ou d'être votre salarié. Le bénévolat n'est pas possible, même entre conjoints. N'hésitez pas pour ça à prendre contact avec la CARMF parce que il y a plusieurs possibilités en tant que conjoint collaborateur et ces possibilités, c'est auprès de la CARMF qu'il faut y opter. Est-ce que j'ai répondu à vos questions par rapport à l'estimation de revenus? Oui. Alors, forcément, sur l'estimation de revenus, donc il y a Mira qui vient de passer au régime simplifié. Oui. Et elle se demande si elle doit obligatoirement déclarer ses revenus au régime micro-BNC ou si elle peut déclarer au régime réel en cas de charge supérieure à 34%, type cotisation PER ou achat de matériel. Mais de ce que j'ai compris, elle a opté pour le RSPM, oui, c'est ça. Enfin, le régime. Parce que le régime. RSPM, elle parle simplement du régime micro-BNC. Ah, micro-BNC, pardon, j'avais compris le régime simplifié. Donc, si pour une même année fiscale, vous êtes soit en micro et il y a un abattement, mais si vous souhaitez. Pardon, non. Elle dit bien au début, je viens de passer au régime simplifié. D'ailleurs, Mira vient de. Non, tu avais bien entendu, c'est moi qui ai sauté une ligne. Donc, elle est au RSPM. Si vous êtes au RSPM, c'est le montant rétrocédé par le titulaire qu'il faut déclarer. Et si vous souhaitez sortir du dispositif RSPM, vous pouvez effectivement, déjà si vous n'êtes plus médecin remplaçant, vous en sortirez de façon automatique. Et si effectivement, en tant que remplaçant, vos frais devaient être supérieurs, mais il faut se dire que le régime RSPM, hormis les 34% qui peuvent vous pouvez avoir un peu plus de frais, il faut se dire que le régime RSPM est un régime très favorable et que la plupart du temps, il est beaucoup moins onéreux que le régime classique. Donc, vous pouvez effectivement simuler le montant puisque c'est un pourcentage du montant rétrocédé dans le cadre du RSPM et vous pouvez calculer le bénéfice que vous feriez si vous n'étiez pas en micro et aller sur le simulateur URSSAF et calculer combien vous auriez de cotisations à payer et rester ou changer de régime selon ce qui est le plus favorable pour vous. Mais de souvenir, un chiffre d'affaires de 38 000 euros, il y avait une différence de cotisation de près de 2 000 euros par an entre le RSPM et le régime réel d'imposition. Donc, la plupart du temps, même si vous êtes légèrement au-dessus des 34%, le régime RSPM reste le plus rentable des deux. Mais c'est vraiment en fonction du chiffre et de vos frais, je ne peux pas vous dire quel est le plus adapté. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à intervenir verbalement, c'est à des fois plus facile. Alors, le micro sont coupés. Ah, pardon. Je ne sais pas, Estelle, si tu peux faire quelque chose. Estelle, tu peux les ouvrir, s'il te plaît? Voilà. Oui, je vais essayer de les ouvrir. Merci beaucoup, Estelle. Au moins pour la séance de questions-réponses en fin de... Ça te laisse un petit peu de temps en fin de présentation. Du coup, on en a terminé avec toute la partie, on va dire, recouvrement. Et du coup, on va passer à la protection sociale. On l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir plusieurs interlocuteurs, en tout cas différents selon votre besoin. Et donc, on va voir maintenant avec Océane en quoi consiste précisément la protection sociale des médecins libéraux. Oui, je prends le relais.
Donc, au sujet de la protection sociale, déjà, la première chose à dire, c'est que chacun des médecins qui débute son activité, que ce soit pour du remplacement et ou pour une installation, on reçoit chacun de vous en rendez-vous, alors en visio ou en présentiel. Si bien que ce discours, on l'aura à nouveau lors d'un entretien individuel, et ce qui permettra d'aller peut-être un peu plus loin ou de bien cibler les besoins de chacun. Mais en termes d'information globale, les professionnels de santé en libéraux et donc les médecins sont affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. On parlera du régime des PAM, donc, qui concerne les médecins donc de secteur 1, les médecins remplaçants, et les médecins secteur 2 qui choisissent ce régime. C'est un régime général, donc pas de régime local Alsace-Moselle, mais bien de régime général, ce qui implique des remboursements pour tout ce qu'on appellera soins de ville à un maximum de 70%. Et en cas d'hospitalisation, il y a quand même 20% de la facture ainsi que le forfait journalier qui va rester à votre charge. C'est pourquoi on insiste bien sur la nécessité de souscrire un contrat de mutuelle, une complémentaire santé, pour venir compléter cette prise en charge au titre du régime général. Concernant les indemnités journalières, des indemnités sont prévues dans le cadre de la maladie, de la maternité, de l'adoption et du congé paternité. Donc ça sera vu juste après. On va également aborder la question de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, parce que ça, c'est un risque qu'il est très important de prendre en compte. Donc l'accident du travail, vous savez, c'est un accident qui va survenir pendant que vous dispensez vos soins. Vous vous blessez au cabinet, par exemple. Mais ça peut aussi être un accident de trajet. Donc, un accident de trajet va arriver donc de chez vous au cabinet et bien sûr lorsque vous faites des visites à domicile. Ça peut être donc un accident de circulation, alors pas forcément en voiture, ça peut être à pied, à vélo, enfin peu importe, un accident de trajet. Sous accident de trajet, on inclut également tout le risque agression physique. Vous vous faites agresser par le patient, mort par son chien, enfin, des choses comme ça. Ça rentre dans l'accident de trajet. Est aussi considérée la maladie professionnelle. Donc ça, c'est une pathologie qui va se déclarer directement suite à l'exercice de votre profession. Donc, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, là, il va falloir être vigilant par rapport à ces risques-là et vérifier que ce risque est inclus dans une assurance. Ça peut être inclus dans votre contrat de prévoyance, c'est-à-dire une assurance privée que vous allez souscrire auprès d'un assureur privé ou auprès de l'assurance maladie. Nous, on va systématiquement vous proposer une adhésion à l'AVAT, donc l'assurance volontaire accident du travail maladie professionnelle. Donc cette AVAT, c'est la slide suivante. Cette AVAT, c'est une assurance qu'on vous propose et qui va déjà prendre en charge 100% des frais médicaux relatifs à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, sans avance des frais, donc en tiers payant. Alors ça, il n'y a que l'assurance maladie qui pourra vous le proposer. Sinon, si c'est dans un contrat privé, ce sera une prise en charge au titre de la maladie, donc au titre de votre régime général, et après votre mutuelle qui viendra compléter. Ensuite, vous aurez le versement d'une rente si vous gardez des séquelles de l'accident du travail et que vous ne pouvez pas reprendre votre activité professionnelle ou peut-être pas à temps plein. Tout ça va déclencher une rente qui sera calculée en fonction de votre pourcentage d'incapacité. Donc là, c'est un médecin conseil qui va évaluer ce pourcentage. En cas de décès, c'est une rente, on appelle ça aux survivants, donc aux conjoints, aux enfants, et une prise en charge des frais funéraires. Je dirais que l'important n'est pas forcément de souscrire le contrat que nous allons vous proposer, loin de là, mais d'être protégé pour ce risque-là et d'en avoir conscience. Puisque quand on est salarié, ce risque-là, il est intégré, il est pris en charge par l'employeur. Donc, c'est un souci que n'a pas à se poser le salarié. C'est donc un point de vigilance lorsqu'on en passe en libéral. Voilà. On va également donc prévoir une indemnité dans le cadre d'arrêt maladie.
Donc, cette indemnité, comme on l'a déjà abordé un petit peu plus tôt, pourra durer 90 jours avec 3 jours de carence, donc 96 jours rémunérés avec une indemnité journalière. Après ces 90 jours, si vous deviez, si la situation ne devait pas s'améliorer et vous permettre de reprendre votre activité professionnelle, c'est la CAMF qui prendra le relais pour vous indemniser. Bien évidemment, là aussi, on ne peut que vous encourager à souscrire un contrat de prévoyance auprès d'un assureur privé pour avoir des revenus suffisants et qui engloberont aussi tous vos frais professionnels, les charges, etc. Donc, il est très important de se tourner aussi vers un assureur privé. Le risque, ou plutôt la maternité, la paternité et l'adoption sont également prévus dans le cadre du régime des professionnels de santé, du régime des PAM. Alors pour la maternité, il y aura le congé pathologique ainsi que le congé maternité qui sont rémunérés avec une indemnité journalière qui avoisine les 64 € par jour calendaire, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, samedi et dimanche inclus. Et il y a une allocation d'environ 3 800 € qui sera également versée en deux montants, au 7e mois de grossesse et à l'accouchement. Donc, il y a et l'indemnité journalière et l'enveloppe d'allocation forfaitaire. Un petit peu sur le même principe, le congé paternité, donc, qui lui durera 25 jours, sera rémunéré aussi à peu près à 64 € par jour calendaire. Il faudra déclarer la naissance de l'enfant avec son acte de naissance et indiquer la durée de cet arrêt. L'adoption est également envisagée. À ce moment-là, c'est une allocation forfaitaire et un congé d'adoption. Alors, en fonction de la situation, il sera variable, mais toujours avec une rémunération à la clé. Donc, souvent, on entend que rien n'est prévu pour la maternité ou la paternité pour les libéraux. Ce n'est pas vraiment le cas. Il n'empêche que c'est quand même un sujet que vous allez pouvoir aborder avec votre assureur privé dans le cadre de votre contrat de prévoyance. Tout se cumule. Donc, là aussi, ne pas hésiter à en discuter avec l'assureur. C'est une dernière slide sur le risque accident du travail qui reprend les éléments cités plus tôt. Donc, en point de vigilance, quand vous parlez avec votre assureur, les indemnités journalières pour la maladie, évidemment, mais aussi pour l'accident du travail, l'accident de trajet, la maladie professionnelle. Et en fonction des projets de chacun, la maternité, la paternité. C'est un point à aborder. Alors, petit résumé, pour les travailleurs non salariés, vous toucherez effectivement des prestations en nature, c'est-à-dire le remboursement de vos consultations, de vos médicaments, de vos hospitalisations, les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, le congé maternité, l'accident du travail encore une fois, et puis après, viendront s'ajouter à ça la retraite de base et la retraite complémentaire qui, eux, sont payés par la CAMF, le risque invalidité décès et éventuellement la retraite complémentaire facultative. Voilà. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions avant d'enchaîner sur le… Non, non, je ne vois rien sur la partie protection sociale. Ok. Je remonte quand même le fil de discussion. J'aurais pu rater quelque chose, mais non, non, non. Non, mais bon. Très bien. C'était très Bon. clair. Cette carte est un état des lieux alors, qui est fait par l'ARS, l'Agence régionale de santé, concernant la répartition donc, des médecins sur le territoire. Donc là, vous avez la carte Grand Est. Vous pouvez consulter cette carte de façon bien plus précise et peut-être plus lisible sur le site de l'ARS. Donc ça, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Globalement, il y a deux types de zones qui vont être à retenir. Ce sont les zones d'intervention prioritaire. Donc, on parlera de ZIP, c'est les zones en orange. Et il y a aussi les ZAC, qui sont, elles, les zones d'action complémentaire. Pour ces zones, vous allez pouvoir bénéficier d'aide à l'installation ou au maintien de l'activité dans ces zones dans lesquelles on va manquer effectivement de médecins.
Et donc là, c'est vraiment, comme disait Océane, le zonage pour le Grand Est. Parce qu'effectivement, donc, nous, on est les URSSAF Grand Est sont centre PAM pour des régions aussi hors donc, du sud de la France, par exemple. Et donc, c'est la même chose pour les autres régions. Hein. Il suffit d'aller sur le site de votre ARS hein, pour consulter ces cartes-là. Tout à fait. On a même fait un petit zoom sur le Bas-Rhin, mais ce n'est pas forcément la peine de s'attarder, hein, puisque c'est exactement en fait, le même principe. Vous pouvez effectivement consulter la PAPS. On aura le lien juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez un outil également pratique qui s'appelle Rezone. Alors Rezone, c'est un logiciel qui est fait par l'assurance maladie et qui est accessible en ligne par chacun et qui peut vous permettre de préparer votre installation ou peut-être aussi de vous guider si vous hésitez entre plusieurs communes d'installation. Ça peut effectivement venir vous donner d'autres informations ou conforter votre choix. Vous allez y retrouver déjà tout ce qui est aide à l'installation et au maintien de l'activité. Hein, donc, en ciblant la commune dans laquelle vous envisagez de vous installer, vous aurez tout de suite le déroulé de toutes les aides qui sont possibles d'obtenir. Vous aurez également un visuel sur la répartition des professionnels de santé sur la commune. Hein, donc, combien il va y avoir de kinés, d'infirmiers, est-ce qu'il y a des centres de soins, combien de médecins généralistes sont également installés. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir vraiment un état des lieux de la commune et de l'environnement, hein, parce que vous pouvez comme ça rayonner et déterminer un petit peu sur quel secteur vous pensez pouvoir rayonner. Vous aurez aussi un reflet de la patientèle, hein, donc avec les catégories socio-professionnelles, l'âge moyen, combien de patients en ALD sur la zone. Donc voilà, ça peut vous donner comme ça pas mal d'informations. C'est un outil qui est assez intuitif, donc en général, il est assez facile à prendre en main et il vous permet d'accéder vous-même aux informations. Mais si vous êtes en difficulté, si vous avez besoin d'un accompagnement, eh bien, vous pouvez nous solliciter, vous adresser à la CPM du département dans lequel vous projetez de vous installer et on pourra aller un petit peu plus loin avec vous dans ces données finalement statistiques. Vous avez également, pour le Bas-Rhin, Madame Bogo, Julie Bogo, qui tient le bureau Je m'installe. Je m'installe, c'est un service qui est là pour vous renseigner, pour vous orienter en fonction de vos questions. Hein. Donc, c'est pour, je dirais, tous les médecins, hein, que vous soyez encore interne, que vous soyez déjà remplaçant ou que vous ayez un projet d'installation. Hein. Finalement, peu importe votre projet, même pour l'activité salariée, vous vous adressez à elle, soit elle peut vous répondre directement, soit elle va savoir vous réorienter, elle va pouvoir faire jouer ses contacts et vous permettre d'accéder à la réponse à vos questions. Donc voilà, elle est donc située à Strasbourg, dans le bâtiment 3, il me semble, mais vous avez ses coordonnées sur le diapo, vous les retrouvez sur le site de l'ARS. Donc, c'est vraiment un interlocuteur privilégié, hein, pour vous accompagner. Alors, petit zoom sur les aides à l'installation. Vous avez plusieurs types d'aides, hein, finalement. Donc, vous aurez des aides qui sont versées par l'assurance maladie. Alors, avec la nouvelle convention qui vient de paraître, ces aides vont être un petit peu modifiées. Donc, on vous en dira plus un petit peu plus tard. Et de toute manière, si c'est un projet pour vous ou si vous vous sentez concerné par ces aides à l'installation, vous n'hésitez pas. Vous nous contactez directement et on saura vous dire quel contrat aujourd'hui on peut vous proposer. Mais à savoir qu'il y a également des aides qui sont faites par l'ARS, hein, puisque ce sont des aides d'État. Donc là, vous allez pouvoir vous adresser directement à l'ARS. Donc le plus simple, finalement, c'est de se connecter sur le site de l'ARS. Donc là, vous avez l'adresse de leur site, hein, grandestpaps.santé. Vous allez sur le site de l'ARS, vous tapez tout simplement votre commune dans laquelle vous voulez vous installer et tout de suite, le site va pouvoir vous indiquer si vous pouvez bénéficier d'aide conventionnelle de la part de l'assurance maladie ou d'aide de la part de l'ARS. Donc, c'est vraiment un outil qui est très simple d'utilisation et qui va vous permettre après de dégrossir auprès de qui il va falloir vous vous adresser. Et donc, vous avez aussi tous les contacts qui sont notés sur le site de la PAPS.
Voilà, c'est un petit visuel justement du site de la PAPS. Donc, vous voyez, tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner votre catégorie professionnelle, médecin, et l'objet de votre recherche. Donc, là, en l'occurrence, les aides individuelles. Et vous accédez à cette fameuse carte dont je vous parlais pour cibler l'aide. Après, très rapidement, mais là encore, on y revient lors de votre rendez-vous en début d'activité. Le médecin va avoir plusieurs types de rémunération. On pense immédiatement à la rémunération à l'acte, les actes à la NJAP ou à la CCM pour des actes un peu plus techniques. Il y a également les actes en télémédecine qui se développent de plus en plus aujourd'hui. Donc, on parlera de téléconsultation, de téléexpertise. Et là, vous avez tout le détail sur le site amélie.fr. Donc, pour chacun de ces actes, il va y avoir une codification spécifique, un code acte à renseigner. Vous allez avoir un autre mode de rémunération qui sera la rémunération forfaitaire. Elle est aussi amenée à évoluer avec la nouvelle convention, mais on reste sur un principe de forfait, comme vous le connaissez par exemple pour le forfait médecin traitant. Donc ça c'est conservé et c'est même peut-être développé. Et vous allez retrouver donc la rémunération sur l'objectif de santé publique, la ROSP, qui, elle, va être finalement composée de différents indicateurs. Finalement, si le médecin remplit l'indicateur, il va acquérir un certain nombre de points. Ces points vont se transformer en euros et ce sera une rémunération qui, elle, sera annuelle. Donc, c'est juste pour vous donner un petit peu cette idée. Il y a différents types de rémunération. Alors après, le médecin remplaçant, lui, n'a que la rémunération à l'acte. Et donc, la rémunération forfaitaire et la ROSP ne concernent que les médecins qui seront installés. Alors, l'OPTAM, c'est un contrat. C'est un contrat qui va être proposé aux médecins de secteur 2, principalement. Après, voilà, il y a quelques petites exceptions possibles pour les médecins titulaires du droit au dépassement permanent ou des médecins qui auraient été installés avant 2013. Donc, ça reste aujourd'hui assez rare. Donc, globalement, des médecins de secteur 2, donc qui peuvent faire des dépassements d'honoraires, mais qui, en signant l'OPTAM, vont s'engager à maîtriser leurs dépassements. Donc, ils vont finalement négocier des taux de dépassement. Donc, il y aura un contrat, tout sera notifié sur le contrat. Et donc, ils vont s'engager à respecter un volume d'actes facturés au tarif opposable, donc sans dépassement, et respecter un taux moyen de dépassement proposé par la CPM. Donc, tout ça est négocié de façon individuelle avec un délégué d'assurance maladie. Et c'est un contrat qui est signé pour une durée d'1 an et qui va être reconduit tacitement chaque année. Donc, ce n'est pas parce que vous allez vous installer aujourd'hui en secteur 2 sans OPTAM que vous ne pouvez pas changer d'avis plus tard et décider de souscrire ce contrat. Voilà, donc c'est un sujet que vous pouvez aborder à n'importe quel moment, de façon individuelle ou en groupe. Parfois, c'est des choix de cabinet aussi. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, l'équipe de délégués d'assurance maladie se tient à votre disposition pour discuter de l'OPTAM et vous donner à vous, en fonction de votre spécialité, vos propres taux. Voilà. Vous avez également la possibilité d'embaucher un assistant médical. Alors, tout l'objectif de l'assistant médical, ça va être de vous libérer du temps pour votre pratique médicale et que vous puissiez vous consacrer peut-être un peu plus à vos patients. Donc, il va être là pour vous aider en termes d'organisation, de coordination. Voilà, si il y a des comptes rendus à faire, peut-être contacter un autre professionnel de santé. Il va aussi vous permettre d'accueillir le patient, de faire certains actes plutôt simples, d'aider le patient à se déshabiller, à se mettre en place. Et il peut aussi vous aider pour tout ce qui va concerner un volet plus administratif. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dégager du temps pour votre activité médicale et purement médicale. Donc, l'assurance maladie là, vous propose aussi une aide financière pour l'embauche de cet assistant médical. Donc, là encore, pour tout renseignement, vous vous adressez à la CPM de votre département et un délégué d'assurance maladie vous présentera les aides qui sont possibles pour vous dans le cadre de cette embauche. Bon, c'est un petit rappel. Vous devez effectivement déclarer tous vos revenus de l'activité libérale à l'URSSAF. Alors,
bien sûr, la rémunération à l'acte, celle-là, on ne l'oublie pas, mais également tout ce qui va être rémunération forfaitaire et aussi même toutes les aides à l'installation. Hein, on nous demande justement souvent si toutes ces aides pour les installations en ZIP, en ZAC, elles devront être déclarées. Eh bien, oui, la réponse, c'est effectivement oui. Si vous avez des aides pour l'embauche d'un assistant médical ou justement les aides effectivement pour l'OPTAM, hein, puisque vous allez avoir des aides si vous décidez de souscrire ce contrat, là aussi, il faudra bien sûr les déclarer à l'URSSAF comme un revenu conventionnel. Alors, de plus en plus, on encourage effectivement l'exercice libéral coordonné. Alors, coordonné, ça signifie en groupe, en réseau, hein, de plus ou moins grande échelle. La plus petite échelle et peut-être celle qui se représente le mieux, c'est la MSP, la Maison de santé pluriprofessionnelle. Hein. L'idée, c'est de travailler ensemble, donc dans les mêmes locaux, avec d'autres professionnels de santé. Donc, pour ouvrir une MSP, il faudra avoir dans son équipe 2 médecins, généralistes ou spécialistes, peu importe. Et ça ne signifie pas non plus que ce sont les médecins qui sont à l'origine de la MSP, mais c'est un exercice pluriprofessionnel. L'idée, c'est effectivement de travailler ensemble autour du dossier du patient, de se retrouver en réunion, de discuter de ce dossier. Et le fait de s'engager comme ça dans cet exercice coordonné va permettre aussi la souscription en fait, d'un contrat et d'avoir un financement au titre de la maison de santé. Et donc, c'est un financement pour la maison de santé, pas donc individuel, pour pouvoir investir, que ce soit dans les locaux ou avoir embauché une secrétaire, par exemple. Hein, voilà, ça permet de travailler ensemble dans de meilleures conditions. Vous pouvez aussi travailler en ESP. Donc là, on parlera d'équipe de soins primaires. Donc, ce sont tous les professionnels de santé de premier et de second recours en ville. Donc là, vous allez vous créer un réseau autour, en général, d'une pathologie, d'une thématique commune. Et si cette ESP est encore plus grande et que là, vous incluez également des établissements de santé, alors on parlera de CPTS, donc de communauté professionnelle territoriale de santé. Donc là encore, vous avez des interlocuteurs spécialisés dans cet exercice coordonné qui sauront vous accompagner. Vous retrouvez toutes les informations sur le lien qui vous est noté, en bas. Et vous pouvez également vous adresser à l'ARS, puisque c'est l'ARS qui va référencer tout cet exercice coordonné. Alors, l'ARS va également pouvoir vous accompagner dans l'aspect, je dirais plutôt juridique, hein, de cet exercice coordonné puisque, les SISA, donc les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ont été créées en 2011 pour permettre aux structures d'exercice coordonné de percevoir collectivement, des subventions dans un cadre juridique et fiscal, sécurisé. L'idée, ça va être de rémunérer les activités réalisées en commun par les professionnels de santé qui exercent au sein de la MSP notamment. Hein, donc, c'est un statut juridique et là, c'est vraiment l'ARS qui va pouvoir vous accompagner et vous guider dans la création de ce type de société-là. Voilà, donc pour récapituler, vous avez plusieurs façons de nous contacter. Donc il y a le 3608 qui est la plateforme téléphonique que vous pouvez utiliser, l'appel est gratuit. Après, moi je vous encourage aussi à utiliser votre messagerie sécurisée via votre compte Amélie Pro. Ça vous permettra de rédiger votre message, de nous l'envoyer directement et de toucher le service concerné. Ça vous évite aussi de passer du temps sur la plateforme. Donc, c'est souvent plus simple pour vous et c'est accessible à n'importe quel moment. Et vous pouvez également utiliser nos adresses mail. Donc, on les renseigne pour chaque caisse sur amélie.fr, donc qui est le site de l'assurance maladie. Donc, vous pouvez effectivement nous joindre aussi directement par mail, ce qui est souvent le plus direct. Merci beaucoup, Océane. Non, Voilà, on va maintenant voir avec Pascal comment devenir employeur. Et puisqu'au moment de la création de votre cabinet ou si votre activité prend de l'ampleur, vous pouvez être amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Donc, Pascal va nous décrypter un petit peu les démarches à accomplir. La première démarche, Laurence, c'est la déclaration du salarié. Elle se fait par la déclaration préalable à l'embauche, c'est-à-dire
qu'il faut soit directement aller sur notre entreprise, hein, vous ou votre comptable, faire cette déclaration préalable à l'embauche et par la suite, pour établir la fiche de paye, il faudra faire ce qu'on appelle la DSN, donc la déclaration sociale nominative, et pour cela, il vous faudra soit un logiciel de paie, soit faire appel à un expert comptable ou à un expert spécialisé dans le domaine de la paie. Autre possibilité, c'est la seconde possibilité, c'est d'obtenir par un service gratuit de l'URSSAF qui s'appelle le TESE, le titre emploi service entreprise. C'est un service en ligne mis en place par le réseau des URSSAF et complètement gratuit qui, grâce à ce service, vous permet en une seule déclaration d'établir la déclaration préalable à l'embauche, mais également de pouvoir faire tous les mois le bulletin de salaire en indiquant le taux horaire du salarié et le nombre d'heures effectuées. Et il y a des exemples de contrats de travail sur ce site et également les conventions collectives qui correspondent à votre secteur d'activité. Donc, en finalité, par ce service TESE, au final, le salarié a une fiche de salaire et l'employeur pourra lui remettre, ou l'employé en tant que pourra directement la récupérer également sur ce site. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour l'ensemble de ces explications. Donc, on va passer dans quelques secondes à une petite session, donc, comme je vous l'avais dit en introduction, de questions-réponses. Mais auparavant, j'aimerais vous solliciter pour répondre à un petit sondage, à nouveau, qui va apparaître sur votre écran et simplement vous demander en un clic d'attribuer une note globale à la présentation qui vient de vous être faite. Merci par avance pour vos retours. Je voulais vous préciser qu'Estelle a effectivement ouvert vos micros. Donc, vous avez sur le bandeau en haut, levé la main et vous pouvez prendre ouvrir votre micro pour poser vos questions ou un complément de questions par rapport à une question précédemment posée, hein. Donc, je laisse le sondage ouvert. Donc, vous avez encore quelques minutes pour y répondre. Et puis maintenant, on va passer donc, aux questions-réponses. Donc, je vais juste jeter un œil au fil de discussion. Donc, a priori, il n'y a pas de nouvelles questions posées à l'écrit. Donc, comme disait Pascal, hein, sentez-vous libre de lever la main pour vous manifester, puis poser votre question à l'oral ou encore, bien évidemment, toujours dans le fil de discussion par écrit. La souris qui a encore été. Voilà, question-réponse. Est-ce que la personne qui avait posé la question sur le revenu estimé Elle a eu un complément de réponse par écrit parce qu'effectivement, elle avait eu un petit souci de connexion. A priori, elle n'avait pas pu entendre l'intégralité de la réponse. Donc mais bon. Les chatteurs, Sophie, oui, c'est Sophie. Non, c'est pour cette question-là. C'est Zora, oui, là, qui a bien heureusement complété ta réponse. Pour reformuler peut-être. Donc, a priori, on est bon. Il n'y a plus de questions. Ben non, il n'y a plus de questions. Donc, n'hésitez pas toujours à vous manifester. Je vais juste continuer à simplement vous présenter, puisqu'on arrive au terme de la présentation. Donc, vous précisez encore que le réseau URSSAF met à votre disposition des centres PAM, hein, dédiés, comme par exemple au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, avec des modes de contact et d'accompagnement dédiés, donc que ce soit par téléphone, il y a un chatbot, un live chat et une adresse postale spécifique pour les professionnels de santé.
Je vois qu'il y a une main levée. Il y a une main levée, c'est parfait. Oui, on vous écoute. Simona. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonjour. Alors, j'avais noté une toute petite question dans le chat parce qu'en effet, j'avais un statut hospitalier et pendant quelques mois, j'ai fait des remplacements. Et à partir du 1er octobre, je vais m'installer en tant que médecin collaborateur dans un cabinet. Donc, j'aimerais savoir, j'ai envoyé un mail à la CARMF sur leur adresse affiliation, la classique, mais pour l'URSSAF, j'avais appelé, le conseiller m'avait envoyé vers le site de société d'INSEE pour modifier mon statut, tout ça. J'aimerais juste savoir comment vous informer, que du coup je change de statut et ça se fait automatiquement. Ça va se faire automatiquement. C'est les démarches que vous allez faire sur l'INPI, Oui. de changement de statut qui vont nous être communiquées et automatiquement nous vous passerons d'un statut à l'autre. Ok, et ça c'est à faire par mois ou ça c'est fait par le comptable? Parce que moi je me suis pris les oreilles avec le site, j'ai essayé pendant je pense au moins 2 heures. Voilà, c'est à votre convenance et si vous confiez ça au comptable, effectivement, ça aura un coût. Si vous le faites personnellement, ça C'est sera la même chose. Ok, Voilà. très bien. Maintenant, nous, que ce soit vous ou le comptable, peu importe qui fera la démarche, mais que ce soit nous, que ce soit la CARMF, ou que ce soit le site, ou que ce soit les impôts, quand vous faites les démarches sur l'INPI, l'ensemble des organismes vont avoir cette information et savoir que vous vous êtes installé en tant que professionnel de santé. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup. De rien. Il y a d'autres questions. Et d'ailleurs, toute modification, que ce soit l'adresse du cabinet, que ce soit votre changement d'adresse, toutes ces modifications sont à faire par la suite, ou même une cessation d'activité en tant que professionnel de santé est à faire sur le site de l'INPI. Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de toutes les affiliations, radiations, modifications de votre statut. Très bien, j'ai bien compris. Je ferai ça. Merci beaucoup. De rien. Je pense que nous en avons terminé avec la présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vérifie une dernière fois. A priori pas. Donc, je vous réaffiche les modalités de contact pour l'URSSAF. Et puis, telles qu'elles vous ont été présentées tout à l'heure par Océane, donc avec le 3608 ou la messagerie Amélie Pro, ou encore pour le Bas-Rhin en tout cas, n'hésitez pas à les contacter sur installation67@assurance-maladie.fr. Et bien voilà, nous en avons maintenant terminé. Je garde encore le fil de discussion. En tout cas, merci pour votre attention. Nous espérons que cette présentation aura répondu à vos attentes et surtout qu'elle vous sera utile dans l'avenir. Bien évidemment, nous restons à votre disposition pour toute aide supplémentaire. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles webconférences. Donc, bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.